Le 15 juin 2025 à 14h30, dans l'atmosphère feutrée du Grand Palais, les rois et reines du monde de la haute couture fixaient la scène partagée entre un malaise profond et une admiration glaciale. Sous les projecteurs de la Fashion Week, des silhouettes s'avançaient en silence revêtues d'uniformes évocateurs des prisons de haute sécurité salvadoriennes. Blouses rayées bleu et blanc, crâne nu, chaînes traînant sur le sol marbré. Une mise en scène si provocante qu'elle fit bien plus que choquer, elle déclencha une onde de choc diplomatique sans précédent entre Paris et l'Amérique latine. Et personne, absolument personne, n'aurait pu prédire que ce simple défilé allait ouvrir un front international. Au cœur de l'ouragan diplomatique qui s'annonçait deux visages, d'un côté Sébastien Lecornu, fraîchement promu chef de la diplomatie française, de l'autre Nayib Bukele, président du Salvador, enfant du millénaire réputé pour n'avoir jamais reculé devant un affront. Ce jour-là, au premier rang du défilé controversé, Lecornu scrutait la scène d'un regard glacé, partagé entre stupeur et indignation. À ses côtés, l'ambassadeur salvadorien en poste à Paris, Carlos Mendoza, semblait vouloir disparaître tant l'embarras lui collait à la peau. Ce qu'il voyait, la douleur d'un peuple transformé en accessoire de mode. Lecornu, d'un ton sec et contenu, glissa à l'oreille de Mendoza. « J'ose espérer que votre gouvernement saisit bien que la France ne saurait tolérer cette caricature de la répression. » L'ambassadeur hocha la tête avec raideur, visiblement mal à l'aise. « Monsieur le ministre, je m'engage à transmettre votre message à San Salvador sans délai. » Lecornu ne s'arrêta pas à la stupeur silencieuse des gradins. À peine le dernier mannequin disparu derrière le rideau, il bondit hors de la salle et attrapa les micros des chaînes présentes pour une sortie improvisée qui allait embraser la scène diplomatique. Sous l'œil des caméras de BFM TV et France 24, il lança d'une voix indignée « Ce que vous venez de filmer n'est pas une provocation artistique, c'est une gifle en plein visage des droits humains. Faire défiler des modèles affublés d'uniformes de prisonniers salvadoriens, c'est réduire la douleur d'un peuple à un simple effet de mode. » Les carnets s'agitaient, les caméras zoomaient, et Lecornu, gonflé par sa propre colère, enchaînait « Nous parlons ici de dignité humaine, et la France, pays des Lumières et des droits de l'homme, ne tolérera pas que la souffrance soit ainsi travestie. Les prisons de masse au Salvador ne sont pas une esthétique, elles sont une tragédie. Monsieur Bukele peut fasciner avec son autorité, mais nous nous croyons encore à la justice, pas à la terreur. » Alors qu'il enchaînait ses accusations avec conviction, une voix féminine coupa net l'élan du ministre. C'était une journaliste de France Centre, le micro levé. « Monsieur Lecornu, envisagez-vous des sanctions diplomatiques concrètes ?» Il ne s'y a pas. Le ton ferme, presque solennel, il répondit sans détour « Tant que le Salvador continuera à piétiner les normes internationales en matière de droits fondamentaux, la France réévaluera la nature de ses liens avec ce régime. Fermer les yeux ne fait pas partie de nos principes. » Les caméras cliquetaient, les chaînes d'infos se déchaînaient. En quelques instants, les propos du ministre s'étaient propagés à la vitesse d'un éclair numérique. Les réseaux sociaux s'embrasaient. Les mots « dièse un Paris humain » et « Carbepay Lecornu vs Bukele » grimpaient en tendance mondiale. Le duel était lancé. Il était exactement 8h30 ce matin-là dans les couloirs calmes, mais tendus du palais présidentiel de San Salvador, lorsque Nayib Bukele, 44 ans, chef d'État depuis bientôt un mandat complet, découvrit l'agitation provoquée par Paris. À la surprise générale, lui qui dégainait d'ordinaire son compte Twitter plus vite que son ombre choisit cette fois le silence. Et ce mutisme inhabituel sema l'inquiétude. « Monsieur le Président ?» glissa Ernesto Sanabria, son stratège en communication, d'un ton mesuré. Les déclarations de Lecornu font le tour du monde. Tous les grands médias relaient ses propos. Quelle posture adoptons-nous? Bukele, les yeux rivés à l'écran de son téléphone, esquissa un sourire aussi narquois que calculé. Ernesto prépare une conférence de presse pour 16 heures. Je veux toute la presse étrangère dans la salle, sans exception. Absolument tout le monde. Et le thème, monsieur? Aujourd'hui, je vais offrir à monsieur Lecornu un petit cours de géopolitique, version salvadorienne. À exactement 16h heure locale, Nayib Bukele fit son entrée dans la salle de presse du palais présidentiel, devant une forêt de micros et une mer de caméras.
Casquette vissée sur la tête, jean simple, allure décontractée, il affichait avec fierté ce style à 1000 lieues des costumes amidonnés des diplomates du vieux continent. Prenant la parole en espagnol aussitôt traduit dans toutes les oreilles présentes, il lança avec un calme calculé « On m'a informé que M. Lecornu, ministre des Affaires étrangères français, se montrait très ému par la situation de nos prisons et de ceux qu'elles abritent. » Il s'interrompit, fixa l'objectif droit dans l'âme. Apparemment, ce monsieur croit que nous bafouons les droits fondamentaux simplement parce que nous enfermons dans des cellules sécurisées ceux qui ont semé la terreur en Amérique centrale. Soudain, Boukelté quitta son pupitre entamant ses habituels allers-retours qui précédaient toujours ses déclarations les plus cinglantes. Il prenait de l'élan comme un boxeur avant l'assaut. « J'ai une offre limpide à faire au gouvernement français et à M. Lecornu en particulier », lança-t-il le ton posé, presque calme, trop calme. La salle était suspendue à ses lèvres. Aucun bruit, aucune toux, rien que l'anticipation. Les journalistes instinctivement sentaient qu'il vivait un de ces instants que l'on cite dans les manuels d'histoire. Si Paris estime que notre manière de gérer les membres du MS-13 du Barrio 18 et autres joyeux représentants du crime organisé est une honte pour l'humanité, il s'interrompit, sa voix montant d'un cran. « Alors parfait, prenez-les, nous vous les envoyons. » L'impact fut immédiat. Les têtes se redressèrent, les caméras affûtèrent leur focus. Et Boukelté, lui, ne souriait même pas, il était en mode guerre. « Oui, vous avez bien compris, » lança Boukelté sans même cligner des yeux. « Il me suffit d'un feu vert et je vous affrète un vol charter aller simple direction Paris-Charles de Gaulle. Nos 75 000 pensionnaires y débarqueront dans les plus brefs délais. La France pourra ainsi leur offrir toute la tendresse humanitaire qu'elle réclame pour eux. » La salle bascula dans le chaos. Flash crépitait, micro s'agitait, journalistes vociféraient, téléphone sonnait. Une cacophonie totale. Boukelté, impassible, leva simplement la main. Le silence tomba comme une chape de plomb. Fixant l'objectif d'un regard froid, il décocha « Monsieur Lecornu, vous qui prêchez les droits humains depuis vos appartements dorés du 7e arrondissement, seriez-vous prêt à loger ces criminels dans vos propres quartiers? Irez-vous expliquer aux familles endeuillées de France pourquoi vous défendez la cause des bourreaux plutôt que celle des victimes? Car c'est exactement ce que nous faisions autrefois. » lança Boukelté le ton chargé d'une ironie froide. On respectait scrupuleusement les droits de ces criminels. Et devinez quoi? Chaque jour, 105 Salvadoriens tombaient sous les balles. 105 morts quotidiens, monsieur le ministre français. Voilà le prix de votre humanité. Il retourna lentement vers le pupitre, posa ses deux mains avec force sur le bois comme pour clouer ses mots dans le silence de la salle. Alors permettez-moi d'être clair. Si la France est si impatiente de rééduquer ces individus, je n'y vois aucun inconvénient. Vous les voulez, ils sont à vous. J'ai des avions prêts à décoller dès demain matin. Mais je vous en conjure, ne venez plus jamais nous faire la morale, vous, qui n'avez jamais vu ce que c'est de vivre sous la terreur au quotidien. » Un journaliste de CNN incrédule lança à voix haute « Monsieur le Président, vous êtes sérieux, vous comptez réellement envoyer vos détenus en France ?» Le sourire en coin de Boukelté, mi-provocateur, mi-implacable, jaillit instantanément. « Essayez-moi, donnez-moi juste un mot de Lecornu et je lance l'opération dès cet après-midi. » En moins de temps qu'il n'en faut pour dire « crise », les images de la conférence de presse de Boukelté avaient déjà conquis la planète. Twitter s'enflammait sous le mot dièse Boukelté Challenge où se mêlaient détournements hilarants, vidéos satiriques et avalanches de commentaires passionnés. À Paris, il était 23 heures tapantes lorsqu'un Sébastien Lecornu à moitié endormi fut tiré de son sommeil par un coup à sa porte. C'était Pierre Dubois, son directeur de cabinet, l'air blanc comme un drap. « Monsieur le ministre, désolé de vous réveiller, mais vous devez voir ça immédiatement. Le président Boukelté vient de vous défier publiquement en proposant d'envoyer 75 000 détenus sur le sol français. Les réseaux sont en feu. L'Élysée exige une réaction. » Encore en pyjama, les cheveux en bataille, Lecornu saisit son téléphone, ouvrit une vidéo. Le regard fixé à l'écran, il balbutia incrédule. « Il plaisante, non, ce n'est pas...
réel. Hélas, monsieur le ministre, c'est bien réel. Et dans toute l'Amérique latine, il est déjà célébré comme une sorte de justicier populaire. Il ne fallut que quelques secondes à l'écornu pour réaliser l'étendue de sa bourde. En tentant de recadrer Bukele, il avait déclenché un effet boomerang d'une violence qu'il n'avait jamais envisagée. Le président salvadorien, tel un maître d'échecs, avait retourné le plateau exposant sans pitié les incohérences de son adversaire. Au lever du jour, la tempête médiatique était totale. Impossible d'ouvrir un journal sans tomber sur le clash franco-salvadorien. En une du Figaro, l'écornu déclenche une crise diplomatique avec San Salvador. Dans Le Monde, le ton était plus analytique mais tout aussi critique. La diplomatie française prise à revers par le populisme 2.0 de l'Amérique latine. Libération s'interroge entre Bukele et le cornu qui détient réellement la légitimité morale, tandis que le président salvadorien virtuose du tweet incendiaire attisait les braises numériques. Un message fulgurant surgit sur X. « Bastien Lecornu, toujours aucune réponse de votre part. L'avion n'attend que vous. Vos charmantes banlieues sont-elles prêtes à accueillir nos champions des violations des droits humains? Et pour couronner le tout, cette pique acérée, la France qui sermonne le Salvador sur les droits de l'homme, c'est un peu comme si Pyongyang offrait un séminaire sur la démocratie à Genève. Sans oublier l'invitation finale cinglante comme un gant de boxe lancé au visage. « Cher monsieur le cornu, passez donc une semaine dans l'une de nos cellules. Ensuite, nous pourrons débattre sereinement de ce que vous appelez les droits humains en détention. » Chaque publication de Bukele se propageait à la vitesse d'un virus numérique, des milliers de retweets, des vagues entières de mèmes et des commentaires par centaines de milliers. Sur la scène internationale, la fracture était nette. D'un côté, les puristes des droits de l'homme se rangèrent derrière Lecornu. De l'autre, un public de plus en plus large saluait l'audace cinglante du président salvadorien. Au Quai d'Orsay, l'ambiance était tendue. Lecornu, entouré de ses conseillers, tentait d'éteindre l'incendie qu'il avait lui-même allumé. Une réunion de crise fut immédiatement convoquée. « Monsieur le ministre, déclara son directeur de cabinet, le silence joue contre nous. Il est perçu comme un aveu de faiblesse. Que disent les retours de notre ambassade à San Salvador? L'ambassadeur propose d'adoucir le ton. Il conseille de clarifier que vos remarques visaient le défilé parisien, non la politique intérieure du Salvador. » Mais Lecornu, le regard sombre, secoua la tête. « C'est trop tard pour se dérober. On passerait pour des lâches. » Il prit une pause, réfléchit, puis ordonna « Dans ce cas, on riposte. Préparez-moi un discours offensif. On va défendre nos valeurs démocratiques sans baisser les yeux. » Le même jour, en fin d'après-midi, Lecornu réunissait la presse au Quai d'Orsay pour une contre-offensive en bonne et due forme. Devant une forêt de micros et un parterre de journalistes venus du monde entier, il adopta un ton grave presque théâtral. « La France ne reculera pas devant les gesticulations de chefs d'État adeptes de l'intimidation », lança-t-il sans détour. Lorsqu'un dirigeant préfère dégainer des menaces plutôt que d'assumer les critiques fondées sur le respect des droits fondamentaux, il révèle davantage son vrai visage que son discours ne le laisse entendre. Monsieur Bukele peut tweeter à volonté, multiplier les provocations, s'entourer de buzz, cela ne changera rien. La France, elle restera fidèle à son cap, défendre sans relâche la démocratie et les droits humains où qu'ils soient bafoués. Mais au lieu de calmer la tempête, cette sortie eut l'effet inverse. Bukele, flairant une nouvelle ouverture, décida de frapper encore plus fort. Pour lui, c'était une invitation à hausser encore d'un cran le niveau du duel. Ce même soir, depuis le confort feutré de son bureau présidentiel, Bukele lançait un live Instagram qui, en quelques minutes, captait l'attention de plus de 2 millions de spectateurs rivés à leur écran. « Chers amis », lança-t-il en fixant l'objectif, « selon Monsieur Lecornu, je serai un autocrate. Très bien. Mais vous savez ce qui est vraiment tyrannique? Laisser les assassins régner impunément pendant des décennies, pendant que les citoyens honnêtes vivaient terrés chez eux. » Il se leva avec lenteur, se dirigea vers une grande carte du Salvador punaisée au mur. « Observez bien, avant notre arrivée, ce pays battait tous les records de meurtres, 105 morts par jour. Les mères enfermaient leurs enfants à la maison. Les écoles étaient des zones de guerre. » Puis il revint lentement vers la caméra droit dans les yeux des spectateurs.
Et aujourd'hui, le Salvador est le coin le plus sûr d'Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'on a osé faire ce que d'autres n'ont jamais eu le courage d'assumer. Oui, monsieur le Cornu, je suis intraitable avec les criminels. Et devinez quoi, j'en suis fier. Parce que nos familles méritent de vivre sans la peur au ventre. Et comme pour enfoncer le clou Bukele lâcha avec ce rictus moqueur dont il avait le secret, je le répète, l'offre tient toujours. Si la République française souhaite adopter nos détenus, elle est la bienvenue. À vrai dire, j'y vois même un joli geste diplomatique à offrir à l'Europe. Ce serait l'occasion rêvée de tester vos belles théories humanistes. Mais cette fois, grandeur nature. Le live fit l'effet d'un séisme planétaire. Des millions de vues, des extraits partagés en boucle, des commentaires, par centaines de milliers. En un clin d'œil, Bukele avait métamorphosé une tension diplomatique en un show mondial. Et surtout, il prenait clairement l'avantage dans l'arène de l'opinion publique. Outre-Atlantique, les réactions ne se firent pas attendre. Plusieurs figures conservatrices américaines prirent fait et cause pour lui. Donald Trump Jr. ne mâcha pas ses mots sur X, Bukele tape juste. Les élites européennes passent leur temps à moraliser depuis leur salon doré, mais n'ont jamais affronté la rue. En Amérique latine, l'effet Bukele devenait carrément contagieux. D'un bout à l'autre du continent, les chefs d'État s'alignaient pour saluer le modèle salvadorien. Le président de la Colombie sans détour lâcha. Il faut reconnaître à Bukele le mérite de dire tout haut ce que beaucoup ici murmurent tout bas à propos de la grande leçon de morale permanente que nous inflige l'Europe. Pendant que les soutiens se multipliaient, à l'international, le Cornu lui sentait le sol se dérober sous ses pieds. Ce qui devait être un sermon diplomatique tournait à la débâcle. Et puis le coup de massue tomba, convocation en urgence à Matignon. Le Premier ministre n'y alla pas par 4 chemins. Sébastien, cette affaire prend une tournure très préoccupante. Dernier chiffre 6, Français sur 10 estiment que Bukele a des arguments recevables. Quoi? S'étrangla le Cornu. Ce n'est pas si surprenant. Les Français aussi vivent dans l'angoisse de la violence. Quand ils entendent qu'au Salvador on est passé de 105 morts par jour à la paix, ils se disent donc que ce gars-là, au fond, n'a peut-être pas tort. On ne peut quand même pas légitimer des pratiques contraires aux droits fondamentaux, protesta le Cornu. Peut-être, mais les faits parlent aujourd'hui, le Salvador n'est plus une zone de guerre. C'est le pays le plus sûr du continent. C'est l'âme en vrac que le Cornu sortit de cette réunion. Lui qui espérait marquer des points avec une déclaration sur les droits humains s'était fait écraser en pleine lumière par un chef d'État qu'il pensait pouvoir balayer d'un revers de manche. Mais Bukele ne jouait pas aux échecs, il jouait au poker. Et il venait de poser son tapis. Car le soir même, le président salvadorien dégaina une ultime salve, un tweet foudroyant. Petit point pour monsieur le Cornu après vérification nos compagnies aériennes, confirme la faisabilité de 150 vols pour livrer nos 75 000 détenus à Paris. Coût estimé 50 millions de dollars. La France est-elle prête à financer l'arrivée de ces nouveaux colocataires? Le tweet fit l'effet d'un raz-de-marée numérique, plus d'un demi-million de partages en 24 heures. Une claque virale. L'un des tweets politiques les plus explosifs de l'année. 7 jours seulement après le coup d'envoi de cette passe d'armes. Le Cornu n'eut d'autre choix que de baisser les bras, le match était perdu. Le ministère des Affaires étrangères publia un communiqué laconique presque gêné dans lequel la France reconnaissait le droit du Salvador à conduire ses politiques intérieures comme bon lui semblait, tout en assurant que les échanges diplomatiques entre Paris et San Salvador demeuraient cordiaux. De son côté, Bukele, dans une posture de vainqueur élégant, mais pas trop répliqua, avec un tweet parfaitement calibré. « Merci, monsieur le Cornu. L'invitation à visiter nos prisons tient toujours. Mais cette fois, c'est à vous de payer votre billet. » Cette séquence sonna comme une gifle historique dans la trajectoire de Le Cornu. Pour la première fois depuis son ascension, il goûtait à l'humiliation publique infligée par un adversaire qu'il avait royalement méprisé. Quant à Bukele, il ne s'agissait plus d'une simple victoire. C'était un triomphe planétaire. Non seulement il avait réduit les critiques françaises au silence, mais il venait d'être propulsé au rang d'icône mondiale, celui du chef d'État qui ose défier l'ordre établi européen et s'en sort grandi.
Mais le feuilleton était loin d'avoir livré son dernier rebondissement. Ni le Cornu ni Bukele n'avaient anticipé que ce duel verbal prendrait un virage aussi tangible et aussi explosif. 3 jours à peine après la débâcle diplomatique de Le Cornu, la crise qu'on croyait retomber se rallumait brusquement. À l'aéroport Charles de Gaulle, un avion en provenance de San Salvador atterrissait discrètement. À son bord, 47 Salvadoriens expulsés de France pour divers délits, jusqu'ici une procédure de routine presque banale. Mais tout bascula lorsqu'un des rapatriés, Carlos El Flaco Ramirez, soupçonné d'appartenir au tristement célèbre gang MS, se confia à la presse venue l'attendre. « Remerciez bien Monsieur le Cornu pour ce retour. Au moins maintenant, on sait très clairement ce que la France pense de nous, les Salvadoriens. » Une phrase, un sourire amer. Et soudain, une expulsion administrative devenait un acte politique. La mèche venait d'être rallumée. Toujours prêt à transformer la moindre étincelle en feu d'artifice médiatique, Bukele ne laissa pas passer l'occasion. Moins d'1 heure après l'atterrissage, il convoqua la presse directement sur le tarmac de l'aéroport de San Salvador. Sous les projecteurs, il accueillait les expulsés en personne sourire en coin et punchline affûtée. « Quelle délicieuse ironie, n'est-ce pas ?» lança-t-il aux caméras. « Monsieur le Cornu s'indigne de nos prisons. » Et pendant ce temps, il nous retourne ses propres criminels comme des colis mal emballés. La France expulse et c'est nous qu'on traite de barbares. Il désigna alors Carlos Ramirez escorté par 2 policiers salvadoriens et l'interpella avec un ton presque complice. « Carlos, raconte-nous un peu comment c'était la tôle à la française. » Le principal intéressé esquissa un sourire moqueur et répondit sans détour. Tu à Tong Tong en France, j'avais ma cellule à moi tout seul, une télé, 3 repas chauds par jour et un appel familial quotidien. Royal. Bukele joua la surprise écarquillant les yeux. Vraiment, et maintenant, tu vas où? Maintenant, direction vos fameuses méga-prisons que le Cornu trouve si inhumaines. Le président se tourna alors vers les journalistes, regard planté dans l'objectif. Parfait. Carlos va pouvoir tester les 2 systèmes. Et moi, je propose officiellement à Monsieur le Cornu de revenir dans 6 mois pour l'interviewer. On verra bien lequel des 2 modèles aura le mieux réinséré notre cher Carlos. Diffusée en direct sur toutes les chaînes nationales, la scène avait des allures de show télévisé bien rodé. Une fois de plus, Bukele venait de retourner la situation comme une crêpe, transformant une simple reconduite à la frontière en missile diplomatique lancé droit sur Paris. Dans son bureau feutré du quai d'Orsay, le Cornu, les bras croisés et le visage blême, regardait le replay en silence. « Mais comment fait-il, bon sang ?» lança-t-il à la volée le regard perdu. Comment parvient-il à retourner chaque situation à son profit, comme si c'était un sketch qu'il avait répété? Son chef de la communication, visiblement résigné, tenta une explication. « Monsieur le ministre, il faut comprendre une chose. Bukele ne fait pas de politique, il fait du show permanent. Il parle en punchline, il pense en hashtag, il agit comme un influenceur. Et dans ce monde, c'est lui qui dicte le tempo. » Le Cornu soupira. « Et nous, on fait quoi? On le laisse continuer. » Hélas, chaque réaction de notre part ne fait que nourrir son feu. Il nous attire dans son cirque et à chaque fois, c'est lui qui tient le micro. Abattu? Certainement pas. Le Cornu, fidèle à sa réputation de stratège tenace, décida de changer son fusil d'épaule. Fini les joutes sur Twitter, il allait frapper là où il se sentait chez lui dans l'arène feutrée des institutions internationales. Le lendemain, à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il monta à la tribune, costume impeccable, regard déterminé. « Aïe, mesdames, messieurs, distingués représentants, lança-t-il avec emphase, nous observons une inquiétante banalisation des atteintes aux droits fondamentaux, masquée derrière une communication numérique tapageuse qui tente de faire passer l'inacceptable pour du bon sens. » Sans jamais citer de nom, chacun avait compris qui était visé. Il n'est pas admissible qu'on instrumentalise la lutte contre la criminalité pour justifier une suspension prolongée des droits humains, et encore moins qu'un compte Instagram devienne plus puissant qu'un traité international. Les bancs occidentaux se levèrent pour applaudir. Le Cornu, convaincu d'avoir repris le contrôle du récit, esquissa un sourire discret. Ce qu'il ignorait, c'est que Bukele, de l'autre côté de l'Atlantique, préparait déjà la contre-attaque.
À peine les échos du discours de Genève s'étaient-ils dissipés que Bouquet, fidèle à son style flamboyant, convoquait une session parlementaire d'urgence. Objectif, clouer le bec à Le Cornu en direct chiffre à l'appui. Devant l'ONU, ce monsieur vient de m'accuser de bafouer les droits humains, lança-t-il d'un ton tranchant devant une assemblée tendue. Puis, se levant lentement, il s'approcha d'un immense écran LED, flambant neuf comme s'il s'agissait d'un procès en mondovision. Très bien, regardons la réalité en face. Avant notre réforme sécuritaire, 105 assassinats par jour. Pas par mois, par jour. Depuis que nous avons agi moins, beaucoup moins. Les slides défilaient comme des uppercuts enlèvements. En chute libre viol, en recul cambriolage, à la baisse. Le contraste était brutal. Puis il fixa l'objectif avec une intensité glaciale. Monsieur Le Cornu, vous savez ce que c'est 105 morts par jour. Imaginez un crash de Boeing 737 tous les jours. Chaque matin, un avion qui explose, pendant des années. Et vous me reprochez de mettre les responsables derrière des barreaux. Silence dramatique dans la salle. Puis la phrase qui tue. Alors quoi, sauver des vies, c'est devenu un crime parce que mes prisons ne plaisent pas aux bureaucrates de Bruxelles? L'hémicycle éclata dans un tonnerre d'applaudissements. Les députés se levaient, frappèrent dans leurs mains comme si Bukele venait de livrer un discours historique. Calmement, le président leva une main pour restaurer le silence. Puis, avec ce petit sourire en coin qu'on lui connaît, il lança une invitation qui allait faire le tour du monde. « J'ai une idée pour notre ami Monsieur Le Cornu. Puisqu'il trouve notre méthode inacceptable, je lui propose un défi très simple qu'il vienne passer 1 mois ici chez nous, au Salvador, entièrement à nos frais. » Il laissa planer un silence théâtral, puis précisa en articulant chaque mot avec gourmandise « Les 15 premiers jours, il vivra dans une zone comme elle était avant notre politique, là où les gangs faisaient la loi, où la peur régnait à chaque coin de rue. Et les 2 semaines suivantes, dans ce même quartier, mais après notre intervention. Propre sécurisé, sans machette ni menace. » Puis il termina regard planté dans la caméra. Et après ça, on lui demandera ce qu'il préfère, les droits humains version chaos ou la paix version Bukele. La scène venait à peine de s'achever au Parlement que déjà toutes les télés d'Amérique latine enchaînaient les rediffusions. En quelques heures, l'allocution de Bukele s'était transformée en un raz-de-marée médiatique. Mais ce qui fit véritablement exploser l'affaire, ce fut sa petite pique lancée à Le Cornu, devenue un phénomène mondial sur Internet. Le hashtag Le Cornu Challenge Salvador enflamma Twitter, TikTok, Instagram, plus d'1 million de mentions en moins de 48 heures. Les internautes d'Europe comme d'Amérique latine s'amusaient à interpeller le ministre français « Alors Sébastien, tu viens ou pas ?» Et chaque message sonnait comme une claque virtuelle, et comme si ça ne suffisait pas, certaines figures politiques européennes en remettaient une couche. Matteo Salvini, toujours prêt à sauter sur l'occasion, lâcha un tweet cinglant « Bukele a tout compris. En Europe, on parle. Lui, il agit. » Marine Le Pen, elle ne mâcha pas ses mots dans une interview. Il faut dire la vérité, les méthodes de Bukele donnent des résultats. En France, nos quartiers auraient bien besoin d'une leçon à la salvadorienne. Pensait-il vraiment pouvoir renverser la vapeur acculée, critiquée jusque dans les couloirs feutrés de sa propre majorité? Le Cornu jouait sa dernière carte. Il accepta l'invitation de CNN pour un débat international en anglais face à Bukele en duplex depuis San Salvador. L'objectif était clair, reprendre la main, défendre sa ligne avec calme et dignité sur un plateau présenté comme neutre. Mais dans les faits, c'était un pari risqué et tout le monde le savait. Car déjà dans les coulisses du pouvoir, les murmures devenaient des soupirs. Un ministre lâché en off à un journaliste, Sébastien s'est jeté tête la première dans un piège. Bukele l'étrille devant la planète entière. Même les députés de son propre camp d'habitude solidaire doutaient. Certains avouaient en privé que cette confrontation n'aurait jamais dû avoir lieu. Trop tard. La machine médiatique était lancée. Et cette fois, l'arène ne serait pas diplomatique, mais télévisée en direct en prime time de New York à Paris. Il n'aura fallu que quelques instants pour que le décor soit planté, Bukele dominait la scène. À l'écran, un président à l'aise, presque charmeur, débit fluide, anglais, impeccable, teinté d'un accent exotique, bref, la coolitude incarnée.
En face, le cornu coincé dans son costume trop rigide, crispé, mal à l'aise, comme parachuté dans une émission qu'il ne maîtrisait pas. Et puis le coup est tombé sec, frontal, impossible à esquiver. « Monsieur le cornu !» lança Buckel, regard fixe ton tranchant. « Vous parlez de droits humains, mais répondez-moi franchement, combien de citoyens français ont été tués dans vos propres quartiers sensibles, rien que l'an dernier ?» Petit silence. Puis il enchaîne sourire en coin. « Vous ne vivez pas nos réalités, mais vous venez nous faire la leçon. » Voilà exactement ce que le monde appelle aujourd'hui l'arrogance made in Europe. Le journaliste de CNN tenta tant bien que mal de reprendre le contrôle de l'émission. « Président Buckel, ne pensez-vous pas que certaines conditions dans vos établissements pénitentiaires… » Mais il n'eut même pas le temps de finir. Minute avant de disserter sur les lits ou les repas, parlons du plus important, les vies humaines, coupa sèchement Bukele, regard fixé sur le cornu. Monsieur le cornu, êtes-vous prêt à admettre que nous avons empêché des milliers de morts? Oui ou non? Le cornu pris au piège voyait l'étau se resserrer. Dire oui, c'était valider l'approche musclée de Bukele. Dire non, c'était nier l'évidence. Il tenta la voie du milieu. On ne peut pas tout justifier par les résultats. Bukele leva les sourcils, faussement étonné. Sérieusement, dites-le aux mères qui dorment enfin sans écouter les tirs. Dites-le aux enfants qui ne marchent plus à l'école en regardant par-dessus leur épaule. Puis se rapprochant légèrement de la caméra, voix plus grave, il assène « Monsieur le cornu, vous êtes né dans le confort. Moi, j'ai dû construire ce confort pour mon peuple. Voilà toute la nuance. » Et le face-à-face s'acheva sur une scène qui en disait long sans besoin du moindre mot. D'un côté, Buckel, tout en décontraction sourire malicieux, accroché aux lèvres, saluait son adversaire avec la grâce d'un vainqueur courtois. De l'autre, le cornu livide, le regard perdu, comme si le débat venait de lui siphonner jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Il n'aura fallu que quelques minutes après le direct pour que les réactions inondent la sphère médiatique. Les éditorialistes n'avaient même pas besoin de se concerter. Le match avait un gagnant clair. Le New York Times assénait « Bukele écrase la diplomatie française ». El País titrait plus subtilement « Le populisme d'Amérique latine renverse l'arrogance européenne ». Sur les réseaux, c'était carrément un raz-de-marée. Les séquences du débat tournaient en boucle engrangeant des millions de vues. Dans les commentaires, un tsunami de soutien pour Bukele. Pour beaucoup, il n'avait pas simplement gagné un débat. Il avait renvoyé l'Europe à ses contradictions. Pour le cornu, c'était plus qu'une chute, c'était un naufrage diplomatique en mondovision. Non content d'avoir perdu le duel idéologique, il venait de se faire laminer en direct devant des millions de pères dieux comme un boxeur monté sur le ring sans gants. Dès le lendemain, la presse française n'a pas pris de gants non plus. Les éditos pleuvaient comme des gifles. Le Figaro dénonçait une gaffe de haute voltige. Le Monde parlait carrément de débâcle face au rouleau compresseur populiste version numérique. Au Quai d'Orsay, le cornu assis derrière son bureau feuilletait les unes comme on relit une mauvaise critique de théâtre après une première ratée. Son téléphone, lui, n'avait pas connu un tel taux de radiation depuis des années, journaliste insatiable, communicants paniqués, ministres compatissants, ou presque. Car même dans leur compassion, on sentait cette touche bien française de sarcasme. Une débâcle, oui, mais servie à la sauce tricolore. Ce fut le moment où le cornu comprit enfin dans quoi il s'était aventuré. Il s'imaginait sans doute pouvoir gérer Bukele comme on sermonne un petit despote tropical, avec le ton condescendant et les grands principes bien rangés. Mais il s'était heurté à tout sauf à un caudillo poussiéreux. Bukele, c'était l'évolution 2.0 du dirigeant autoritaire. Un produit millimétré pour les algorithmes, calibré pour les trending topics. À chaque flèche tirée, Bukele renvoyait une salve plus spectaculaire encore. Une critique, il en faisait un clip viral, une attaque, une occasion en or pour briller en direct. Il ne répondait pas aux accusations, il les transformait en likes. Et dans ce jeu-là, aucun chef européen n'avait ses armes. Mais le plus amer restait à venir. Le cornu médusé voyait les opinions internationales basculer. Ce qui devait être un procès pour atteinte aux droits humains virait à la masterclass de gouvernance musclée, l'alerte contre le populisme autoritaire devenu un tutoriel sur l'efficacité en temps réel. Et voilà. 3 mois plus tard, les chiffres tombèrent.
Froid et implacable, le Salvador venait de décrocher le titre de pays le plus sûr de toute l'Amérique latine. Une réalité que même les plus sceptiques ne pouvaient plus ignorer. Le cornu coincé entre ses principes et les faits dut se résoudre à l'évidence, peu importe les moyens. Bukele avait livré ce que tant d'autres promettent, sans jamais atteindre des résultats. Le duel diplomatique entre Paris et San Salvador avait trouvé son épilogue. Et dans ce match asymétrique, c'est bien Bukele qui avait mis son adversaire KO, non pas sur le ring des armes, mais sur celui bien plus redoutable de l'opinion publique, de la stratégie politique et de la guerre médiatique. Mais au fond, ce n'était pas juste une victoire personnelle, c'était un manifeste. Un manifeste qui disait, à l'ère des écrans et des tweets, un petit pays peut tenir tête aux géants et un chef charismatique, s'il parle la langue du XXIe siècle, peut pulvériser l'ordre établi. Oui, même aujourd'hui, David peut encore foutre Goliath au tapis. Et pour le cornu, ce sera désormais une certitude gravée au fer rouge dans un monde gouverné par la vitesse. Ignorer celui qui sait surfer sur son temps, c'est s'exposer à sombrer dans le sien. 6 mois après le naufrage diplomatique de Le Cornu, le destin décida de frapper un grand coup. Et cette fois, c'était pour clore le chapitre avec panache. Le 15 décembre 2025, l'Organisation des États américains publia son rapport annuel sur la sécurité en Amérique latine. Et là, coup de tonnerre, le Salvador trônait en tête du classement. Oui, vous avez bien entendu. Plus sûr que la majorité des pays d'Europe, y compris la France, et l'ironie ne s'arrête pas là. Le même rapport sans trembler soulignait que les tactiques jugées musclées de Bukele avaient fait voler en éclats tous les standards en matière de lutte contre la criminalité. Les résultats historiques, incontestables, le cornu qui avait tant fustigé ses méthodes, se retrouvait soudain confronté à une réalité validée noir sur blanc par une organisation à laquelle la France elle-même appartient en tant qu'observateur. Le message était clair, pendant que certains donnaient des leçons, d'autres obtenaient des résultats. Et ça, c'est une gifle diplomatique qu'on n'efface pas avec un communiqué. Fidèle à son sens de la répartie et toujours prompt à transformer un succès en scène mondiale, Bukele ne laissa pas passer l'occasion. Il dégaina son smartphone, lança un tweet cinglant qui fit l'effet d'un uppercut digital. L'OEA confirme officiellement le Salvador est devenu le pays le plus sécurisé d'Amérique latine. Et un grand merci à Sébastien Le Cornu, sans qui notre notoriété mondiale n'aurait jamais atteint ses sommets. Vraiment merci Le Cornu. Le ton était sarcastique à souhait. Il n'en fallut pas plus pour que le hashtag Merci Le Cornu envahisse la toile. En quelques heures, des millions d'internautes l'adoptèrent pour se moquer gentiment du ministre français, tout en encensant involontairement le modèle salvadorien. Mais le coup de grâce, il vint là où personne ne l'attendait. En janvier 2026, en pleine explosion de violence dans les quartiers nord de Marseille, le maire de la ville prit la parole sans détour, et si on regardait du côté du Salvador, peut-être qu'on aurait à apprendre de Bukele. Les chiffres, eux, ne mentent pas. La boucle était bouclée, et le cornu définitivement ringardisé. Il aura suffi d'une phrase lâchée par un maire français pour provoquer un séisme politique à Paris. L'effet fut immédiat, les plateaux télé s'enflammaient, les éditorialistes s'étranglaient de stupeur et le cornu dos au mur n'eut d'autre choix que de sortir du silence. Mais cette fois, ces mots n'avaient plus ni poids ni souffle. La France ne s'abaissera jamais à imiter des pratiques autoritaires comme celles de Bukele, murmura-t-il comme s'il tentait de convaincre surtout lui-même. La réponse de Bukele tranchante, rieuse, imparable. « Cher monsieur Le Cornu, mon invitation tient toujours. Marseille est la bienvenue pour venir s'inspirer de notre modèle. Et rassurez-vous, la formation est offerte par la maison. » À ce stade, l'affaire avait largement dépassé le cadre médiatique. Elle entrait dans l'histoire. Dans les amphithéâtres des écoles de diplomatie du monde entier, on en faisait désormais un cas d'école. À Sciences Po, par exemple, le fiasco Le Cornu figurait en bonne place au programme chapitre 3, paragraphe 1, ce qu'il faut éviter quand on affronte un populiste digital armé jusqu'aux dents. 12 mois plus tard, le couperet tomba. Le Cornu fut discrètement débarqué lors d'un remaniement ministériel, officiellement pour donner un nouvel élan à l'action diplomatique française. Officieusement.
Tout le monde savait que sa confrontation ratée avec Bukele l'avait définitivement plombé. Le président salvadorien, lui, n'avait pas simplement remporté un duel médiatique. Il avait mis fin en direct à une carrière politique française, une décapitation propre sans sang avec pour seule arme une connexion Wi-Fi. Lors de son discours de départ au Quai d'Orsay, le cornu s'appliqua à ne pas prononcer le nom de son bourreau. Mais l'absence parlait plus fort que tous les silences du monde. L'affaire Bukele planait comme un fantôme au-dessus de ses adieux. Et pendant ce temps-là, à des milliers de kilomètres, Bukele rayonnait. Il enchaînait les conférences dans les plus prestigieuses universités américaines, recevait des appels de chefs d'État en quête de conseils et devenait le modèle adulé d'un populisme nouvelle génération agile, numérique et redoutablement efficace. Quand on lui demandait le secret de son ascension fulgurante, il haussait les épaules avec ce fameux sourire en coin. « Ce n'est pas sorcier, dites la vérité au bon moment avec les bons mots, et n'oubliez jamais qu'un simple tweet peut changer le destin d'un ministre.